Bonjour, Bonjour Pascal Canfin. Vous nous entendez? Vous m'entendez bien? c'est parfait. Merci beaucoup. Je vais dire un tout petit mot avant de vous céder la parole. Donc nous sommes vraiment très honorés de vous que vous ayez accepté pour la deuxième fois de venir rencontrer, les enseignants et les élèves des écoles ambassadrices du Parlement européen et ce, malgré votre agenda extrêmement chargé et une actualité européenne très compliquée au lendemain d'un Conseil européen extraordinaire, sur le soutien à l'Ukraine, sur la défense européenne et puis, en amont d'une, session plénière, la semaine prochaine à Strasbourg qui sera certainement très largement consacrée à ces sujets. Vous avez en face de vous les écoles ambassadrices du Parlement européen, c'est-à-dire des enseignants, des élèves qui, dans tous les pays européens, s'engagent pour parler d'Europe en classe, pour organiser des activités sur l'Europe dans leur lycée. En France, le programme est réservé aux lycées professionnels, mais dès l'année prochaine, il va également accueillir des lycées généraux. La particularité de notre réunion aujourd'hui, c'est que le format en ligne nous permet, d'élargir un peu, notre audience et on a donc également aujourd'hui, je tiens à le mentionner, des lycées français qui ne font pas partie du programme, qu'on a voulu inviter pour qu'ils découvrent un peu un exemple de nos activités et pour leur donner peut-être envie de nous rejoindre à partir de l'année prochaine. Mais on a également des écoles ambassadrices d'autres pays européens, à savoir 10 pays européens qui sont présents aujourd'hui. Je les cite: le Portugal, l'Espagne, Chypre, l'Autriche, la Belgique, la Tchéquie, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni. Tous ces lycées-là parlent français et ont été très intéressés pour participer à notre événement aujourd'hui pour parler avec vous du Pacte vert. Petit rappel avant de vous céder la parole. L'an dernier, donc, comme je le disais, on vous avait déjà accueilli et on était à quelques mois de la fin de la 9e législature, à quelques mois des élections. Vous nous aviez dressé un bilan du pacte vert européen. Et puis, en tant que président de la commission de l'environnement du Parlement européen. Or, depuis l'année dernière, le contexte, nous semble-t-il, a radicalement changé avec des élections européennes qui ont donné lieu à un glissement vers la droite et l'extrême droite au Parlement européen, la montée des climato-sceptiques, une commission européenne qui a proposé la semaine dernière un paquet de mesures omnibus qui, semble-t-il, mais vous allez nous expliquer parce que c'est complexe, amoindrit la plupart des mesures phares du pacte vert. Et puis sur le plan mondial, l'arrivée de l'administration Trump, c'est un coup d'arrêt porté aux actions en matière de climat. Donc, en tant que membre de la commission environnement et puis coordinateur du groupe Renew au sein de cette commission, nous avons souhaité vraiment vous inviter à nouveau pour refaire le point sur le pacte vert, pour savoir s'il est en danger, pour avoir votre vision. Et donc, je vous cède la parole tout de suite pour que vous puissiez nous dire en quelques minutes votre sentiment sur ce pacte vert et son avenir. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Merci aux équipes du bureau du Parlement européen à Paris d'organiser ce type d'événement et merci surtout aux équipes pédagogiques et aux élèves des différents lycées de participer, de prendre le sujet européen à bras-le-corps parce qu'il est évidemment fondamental pour notre avenir collectif. Sur le sujet particulier du pacte vert, bien que, bien évidemment, ça s'inscrit dans une actualité brûlante sur laquelle je pourrais revenir si vous avez des questions. Sur le sujet spécifique du pacte vert, on a peut-être une réalité un tout petit peu plus équilibrée que l'image que vous venez de décrire en introduction. D'une part, c'est pas parce qu'on décide d'ignorer le changement climatique que le changement climatique disparaît. Donc, certes, certains éléments ont changé, je vais y revenir, et vous en avez cité quelques-uns, mais la réalité écologique et la réalité physique, scientifique du dérèglement climatique, elle, ignore ces changements politiques et continue. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'année 2024 a été l'année la plus chaude, que l'on a pour la première fois dépassé le seuil symbolique des 1,5 degrés de réchauffement climatique et que tous les scientifiques nous disent et nous alertent une fois de plus sur le fait qu'il y a une accélération du réchauffement qui fait que certains pensent que d'ici la fin de la décennie, donc on parle de 5 ans, on pourrait atteindre le seuil des 2 degrés de réchauffement climatique.
ce qui a des conséquences absolument dramatiques. On l'a vu à Valence il n'y a pas longtemps, on l'a vu en Californie il y a encore moins de temps, on le voit un peu partout dans le monde. Et pour ceux qui ne se regardent pas les rapports du GIEC, donc des scientifiques du climat de près, et je vous invite bien évidemment à toujours revenir à la science, parce que on ne peut pas faire de bonne politique si on ne s'adosse pas sur les faits. Et aujourd'hui, il y a une science climatique qui est représentée à l'échelle internationale par le GIEC. Euh, ces rapports du GIEC nous disent que l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Donc, quand on parle de 1,5 ou 2 degrés de réchauffement climatique à l'échelle de la température moyenne de la planète, en Europe, ça veut dire 3, 4 degrés. Et donc, on a un enjeu encore plus important, si c'était nécessaire de le rappeler, mais on a un enjeu encore plus important en tant qu'Européens à continuer à traiter cette question comme prioritaire parce que nous sommes parmi les plus impactés par ce dérèglement climatique, 2 fois plus élevé que la moyenne mondiale. Donc ça n'a pas changé. Et il faut le rappeler parce que il y a évidemment des allers-retours politiques, il y a des majorités, puis des minorités, et c'est la vie démocratique. Mais il y a une réalité physique et scientifique qui, elle, doit toujours être la base de notre action. Alors, vous avez raison, les dernières élections européennes ont changé la donne politique au Parlement européen. Si je résume, et je pourrais répondre aux questions plus en détail, mais si je résume, dans la mandature précédente, il y avait 2 types de majorité. La majorité dite von der Leyen, du nom de la présidente de la Commission, que nous avons élue il y a 5 ans et réélue il y a quelques mois, qui est composée des partis de centre-gauche, donc les socialistes et sociaux-démocrates, des partis centristes, que je représente aujourd'hui, et des partis de centre-droit et de droite. Donc cette alliance-là entre le centre droit, le centre gauche, est le cœur du réacteur de la construction européenne depuis sa construction, depuis sa naissance après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a toujours été un compromis politique entre ces familles partisanes et ces partis politiques et ces groupes politiques. Et la deuxième majorité qui existait, c'était ce qu'on appelait la majorité dite progressiste, qui embarquait toute la gauche, les écologistes, le centre et une partie de la droite. Et aujourd'hui, ça a changé. Les 2 seules majorités possibles, c'est toujours la majorité von der Leyen, qui n'a pas changé, elle, donc je rappelle, hein, centrale, en gros, grosso modo, et la majorité qui n'existait pas auparavant entre les partis de droite et les partis d'extrême droite. Sachant que les groupes d'extrême droite sont pluriels, mais in fine, quand vous les ajoutez tous et que vous mettez tout le groupe de droite qu'on appelle le PPE au Parlement, ça fait une majorité, ce qui n'était pas le cas avant. Et inversement, en effet miroir, la majorité dite progressiste, elle, n'existe plus, arithmétiquement. Et donc, ça veut dire que ça laisse la possibilité d'avoir 2 majorités. Une majorité centrale qui est celle dans laquelle nous, mon groupe politique et moi, à titre personnel, je m'inscris, et une majorité qui associe les groupes de droite et d'extrême droite pour la première fois dans l'histoire de la démocratie européenne. Ça fait une majorité, ça n'avait jamais été le cas. Et c'est là où on a effectivement, sur un certain nombre d'enjeux, notamment les sujets écologiques d'action contre le dérèglement climatique, on a un risque que cette majorité associant le groupe politique de droite, le PPE, et les groupes politiques qui sont plus à droite que lui, détricote une partie des règles du jeu du Green Deal. Donc c'est ça le risque politique qui est devant. Maintenant, si je prends ce qui a été fait depuis les élections européennes de 2019, pardon, excusez-moi, de 2024, donc depuis en gros un gros 6 mois, il y a effectivement des textes qu'on appelle donc omnibus. On ne va pas du tout rentrer dans le jargon européen, mais ce sont des textes de simplification de 4 textes européens
que nous avions pris dans la mandature précédente et qui sont compliqués à mettre en œuvre, et donc on les simplifie. Et là, il y a une partie qui fait consensus, parce que c'est de la vraie simplification intelligente. Je vais vous donner un exemple juste après. Puis il y a une partie qui fait moins consensus, parce que derrière le mot simplification, vous avez ce qu'on peut appeler de la suppression ou de la dérégulation. Hein, si je veux simplifier la gestion d'un lycée, je supprime le lycée. J'ai simplifié sa gestion, mais j'ai aussi supprimé le lycée. Bon. Donc, on voit bien que derrière la simplification, il peut y avoir des choses beaucoup plus radicales. Un exemple très consensuel qui ne pose aucun problème, c'est la simplification d'un mécanisme qui est très important, que j'ai beaucoup porté, que la France a beaucoup porté ces dernières années et qui fait de nous les premiers au monde à l'avoir mis en place. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc, ça veut dire quoi, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières? C'est ce qu'on résume parfois dans le débat politique par taxe carbone aux frontières. Bon, c'est impropre d'un point de vue technique, mais peu importe, c'est mettre un prix au CO2 qui est émis, par exemple, par une usine chinoise qui va nous exporter, je ne sais pas, une tonne d'acier, ou une usine turque qui va nous exporter une tonne d'aluminium, ou une usine marocaine qui va exporter des fertilisants pour les engrais agricoles. Tout ça, ce sont des processus industriels qui émettent du CO2, donc du dioxyde de carbone qui génère du dérèglement climatique. Or, en Europe, nous avons mis un prix à ce CO2 qui évolue sur la base de l'offre et la demande, donc sur un marché européen du carbone autour aujourd'hui de 70-80 euros la tonne de CO2. Mais vous comprenez bien que si vous êtes, vous, un producteur d'acier en Europe, par exemple, vous êtes à Dunkerque, à ArcelorMittal, ou vous êtes à Fos-sur-Mer, à ArcelorMittal, que vous produisez cet acier et que vous êtes en concurrence quand il faut le vendre avec des concurrents chinois, canadiens ou turcs, qui vendent le même acier, mais sans payer le CO2 qu'ils ont émis. Ah, vous pouvez vous mettre en mute. Voilà, c'est bon. Donc, si on est dans ce cas de figure-là, bien évidemment, vous êtes en concurrence déloyale ou vous êtes en tout cas mal placé pour gagner, remporter le marché. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un prix à l'entrée du marché européen de façon à créer des conditions équitables, équilibrées de concurrence. Le même prix payé par tout le monde sur les mêmes quantités. Et on est les premiers au monde à le faire. Ça s'appelle donc ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est un enjeu absolument majeur parce qu'on ne peut pas décarboner notre industrie si on ne met pas en place cette concurrence équitable. Sinon, on se tire une balle dans le pied. Et en même temps, on veut décarboner notre industrie, notamment pour des raisons climatiques. Donc, on a mis en place ce mécanisme. Et comme on est les premiers au monde à le faire, ben, on l'ajuste progressivement de manière à le simplifier, à le rendre, à l'optimiser en quelque sorte. Donc, c'est exactement un élément de simplification parfait. Ça ne pose de problème à personne. Au contraire, ça permettra de le rendre plus efficace. Puis, comme je le disais, vous avez des textes de simplification qui cachent en fait plus fortement de la dérégulation ou de la suppression des règles du jeu. Et là, on va voir comment nous allons traiter ce sujet. Je ne rentre pas dans le détail. Si vous avez des questions précises, je pourrais y revenir. Ce sont des textes assez compliqués qui concernent la vie des entreprises, leurs responsabilités avec leurs sous-traitants, etc. Donc, ce n'est peut-être pas le cœur de ce que vous voulez que je développe aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que, surtout dans le contexte international, et je conclurai là-dessus, euh, tout ce qui concerne la décarbonation, donc le verdissement de nos processus industriels et de notre production d'énergie, est considéré par beaucoup et de manière très très majoritaire comme un élément qu'il nous faut absolument continuer à faire avancer, non pas simplement parce que c'est notre intérêt climatique, parce que c'est notre responsabilité climatique, ça l'est bien évidemment, mais pas seulement pour ça. C'est aussi pour une raison simple, c'est que nous, Européens, nous, Français, nous, Allemands, nous, Espagnols, nous, Italiens, nous, Européens, on est tous logés à la même enseigne, on ne produit pas de gaz et de pétrole. On ne produit pas d'énergie fossile. Très majoritairement, dans tous les pays, avec quelques exceptions
un peu au Royaume-Uni, un peu en Norvège, mais c'est très faible à l'échelle de tout ce que l'on consomme. Et donc, ça veut dire que l'on importe la quasi-totalité des énergies fossiles que l'on consomme. Et ça veut dire très concrètement, en euros, que nous avons acheté, nous, Européens, 450 milliards de pétrole et de gaz l'année dernière. Et ça, c'est chaque année. Alors, c'est un peu moins, un peu plus selon les années, le prix du pétrole, le prix du gaz, mais c'est autour de 450 milliards. Les Américains, eux, sont dans une situation totalement différente, puisque, vous le savez peut-être, la première puissance fossile, le premier producteur d'énergie fossile au monde, ce n'est pas l'Arabie saoudite, ce n'est pas le Qatar, c'est les États-Unis. Et les États-Unis ont exporté l'année dernière pour 150 milliards de pétrole et de gaz. Et donc, si vous mettez ce qui rentre dans les caisses américaines en exportant du pétrole et du gaz, 150 milliards, et ce que vous mettez dans les caisses américaines, dans les caisses européennes en moins, donc en déficit, 450 milliards, vous ajoutez les deux, ça fait 600 milliards de dollars ou d'euros, hein, c'est à peu près la même chose, qui de différence chaque année, entre l'économie européenne et l'économie américaine. Mais 600 milliards d'euros sont des sommes absolument astronomiques. Personne ne peut mesurer ce que ça veut dire. Juste peut-être un point de comparaison. Après le Covid, on a fait un très grand plan de relance européen pour relancer partout en Europe l'économie après la crise que vous avez tous en tête. Ben, ce plan historique, c'était justement 600 milliards d'euros. Mais c'était une fois. Et c'était dans ces circonstances exceptionnelles, l'arrêt de l'économie lié au Covid. Eh bien, ce dont je parle, ce n'est pas une fois, c'est tous les ans. Donc, c'est absolument central dans notre déficit vis-à-vis des Américains et dans notre déficit dit de compétitivité, de récupérer cet argent qui aujourd'hui va alimenter les caisses américaines, historiquement les caisses de Poutine, on pourra en reparler si vous avez des questions là-dessus, ou les caisses d'autres régimes dont on peut largement questionner les valeurs démocratiques, le Qatar, l'Algérie, le Kazakhstan, l'Arabie saoudite, les Émirats, etc. Et j'en viens au deuxième élément qui, là aussi, fait largement consensus et qui est absolument déterminant dans la séquence actuelle, c'est, au-delà de l'aspect économique, c'est l'aspect géopolitique. C'est que cette dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, c'est une vulnérabilité financière, je viens d'en parler, mais c'est profondément une vulnérabilité géopolitique et stratégique. Et quand vous prenez l'exemple qui nous a sauté à la figure de l'invasion par la Russie de l'Ukraine, quelle a été la conséquence immédiate pour nous, Européens? Ça a été l'explosion du prix du gaz. Pourquoi? Ben parce que nous étions totalement dépendants ou largement dépendants de la Russie sur nos importations de gaz. Et donc nous, on ne l'a pas vécu dans notre chair comme les Ukrainiens, je rappelle, 1 million de morts et de blessés, 1 million de morts et de blessés. Il ne faut jamais oublier cette réalité humaine. Nous, on ne l'a pas vécu. Il n'y a pas de Français qui sont morts avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En revanche, on l'a tous vécu sur notre pouvoir d'achat. Et donc, c'est pour ça que cette vulnérabilité, compte tenu en plus de l'alliance nouvelle entre Trump et Poutine, cette vulnérabilité, elle devient catastrophique pour nous, vraiment existentielle. Donc, on a besoin d'en sortir, d'où les mesures d'accélération qui ont été prises et annoncées la semaine dernière dans le cadre de ce qu'on appelle en anglais le Clean Industrial Deal, en français le pacte pour une industrie propre, qui viennent accélérer le pacte vert, accélérer la décarbonation, le soutien financier à toutes les alternatives aux fossiles, que ce soit de l'hydrogène, que ce soit du nucléaire, que ce soit des renouvelables, que ce soit du stockage, peu importe, on doit tout faire pour sortir de la vulnérabilité dont je viens de parler. Parce qu'à l'inverse, de l'électricité, nous, on sait la produire. Et les électrons, ils sont made in Europe, les renouvelables sont installés sur notre sol, le nucléaire pareil, l'hydrogène pareil, on sait le faire. Ça ne veut pas dire qu'on est 100% indépendant, ça n'existe pas d'être 100% indépendant, personne ne l'est, mais on est bien en bien meilleure maîtrise
du processus que sur les énergies fossiles, où on est là, pour le coup, ce n'est pas 100%, je crois que c'est 96% dépendant de nos importations. Donc voilà le tableau que je voulais dresser en introduction, à savoir qu'il y a effectivement, une réalité scientifique qui, elle, ne bouge pas, et il faut toujours revenir là-dessus. Sinon, on fait de l'idéologie alors que c'est de la science. Deuxième élément, il y a un changement politique qui a des conséquences qui peuvent être très lourdes pour le pacte vert. Troisièmement, il y a beaucoup d'éléments du pacte vert qui restent absolument consensuels malgré le changement de la donne politique, parce qu'en fait, c'est à la fois bon pour le climat, mais c'est aussi bon pour notre déficit commercial et bon, enfin, pour notre balance commerciale, pour justement réduire le déficit commercial, réduire notre déficit de compétitivité et encore plus peut-être bon pour la lutte contre notre vulnérabilité stratégique qui est number one, numéro un de tous les agendas aujourd'hui avec le retournement d'alliance que nous sommes en train de vivre de la part de Donald Trump, ce qui évidemment nous met face à des responsabilités nouvelles. Voilà l'introduction. Je m'arrête là. J'ai essayé de faire dans les 20 minutes Oui. et je vous laisse poser toutes les questions que vous jugeriez utiles. Un grand merci. Alors en effet, donc c'est beaucoup plus nuancé que ce que j'avais pu dire en introduction. Et justement, ce matin, on a préparé nos questions et on en a choisi 3 ou 4 que je vais vous soumettre maintenant, mais vous y avez déjà un petit peu répondu, notamment, un certain nombre d'écoles nous disaient: «Est-ce que le pacte vert est compatible?» Alors là, c'était plutôt sur la question du réarmement. Est-ce que le pacte vert est compatible ou est-ce qu'il sera décalé dans le temps compte tenu de la situation géopolitique? Et peut-être, justement, vous allez nous montrer que c'est pas complètement, incompatible. Il y a des choses, qui iront dans le même sens. On avait aussi une question qui était, que fait la Commission européenne pour lutter contre le climato-scepticisme, notamment avec l'influence de l'administration Trump? Et puis, on avait un certain nombre, alors il y en a une, vous y avez répondu, donc je la garde pas, et après on a aussi eu un certain nombre de questions très concrètes, notamment sur, qu'est-ce que enfin quelle est la position de l'Europe par rapport, à la position américaine sur les produits alimentaires, et puis les défis pour un transport plus vert. Voilà, Ok. ça c'est des choses très, très, très précises. Très bien. Alors, peut-être que je peux répondre sur la désinformation, parce que c'est un sujet que je n'ai pas du tout abordé. Puis ensuite, vous me relancerez sur les autres questions. Ça vous Oui, va? OK, OK. Donc, sujet très, très, très important. Et merci de poser cette question. Il y a quelques semaines, vraiment quelques semaines, et je vous invite à partager le lien vers le rapport dans les équipes du bureau du Parlement avec les lycées concernés. Les Polonais ont sorti un rapport gouvernemental qui fait le point sur la désinformation systématique et systémique dont la Pologne est victime de la part des réseaux russes. Vous savez que pour des raisons historiques, géographiques, la Pologne est une des cibles privilégiées de la Russie. Et à ma grande surprise, le premier thème de désinformation analysé, objectivé par le gouvernement polonais après des mois d'enquête, c'est la désinformation climatique par les Russes en Pologne. C'est intéressant parce que, à titre personnel, j'aurais cru que ça pouvait aller sur d'autres sujets. Mais le sujet numéro un, c'est la désinformation climatique. Et maintenant, la question, c'est quelles conséquences on tire de ça? Parce qu'on est en train de documenter ce fait. Hein, encore une fois, moi, personnellement, je suis toujours attentif à ce que les décisions politiques soient basées sur les faits et pas sur de l'idéologie. Mais maintenant, on a suffisamment de signaux convergents et de faits qui montrent qu'on est soumis à des attaques de désinformation systématiques de la part de certains acteurs. Alors, c'est vrai depuis plusieurs années de la Russie, c'est en train de devenir de plus en plus vrai de la part des États-Unis, avec un certain nombre de décisions qui viennent d'être prises, hein, et notamment une, et vous le savez peut-être, je crois que c'est demain, sauf erreur de ma part, qu'il y a la journée Stand Up for Science,
où les scientifiques du monde entier se mobilisent pour, et notamment bien évidemment aux États-Unis, pour dire euh, arrêtez d'empêcher la science de s'exprimer. Vous avez peut-être vu que parmi les multiples décrets pris par Donald Trump, vous avez le fait de supprimer les mots climat de toutes les publications financées par l'administration américaine et de ne plus financer celles où il y a le mot climat. C'est ce qu'on appelle de l'obscurantisme. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'obscurantisme qui est tout aussi obscurantiste que celui du régime des mollahs iraniens à mes yeux. C'est exactement la même chose. C'est de l'idéologie pure contre le débat démocratique, contre l'objectivation des faits, contre la science. Et que ça vienne aujourd'hui des États-Unis, c'est quand même totalement spectaculaire et affligeant. Et donc, maintenant, on peut continuer à le documenter, et il faut continuer à le documenter, mais je pense que c'est maintenant un fait avéré. Maintenant, on passe donc à l'étape de la réponse. La réponse, c'est de faire prendre conscience, comme l'a fait le rapport polonais, de l'ampleur systémique de la chose. Et deuxièmement, d'être capable de se donner les moyens à travers un texte que je vous invite à regarder de près si vous vous intéressez à la construction européenne récente, c'est ce qu'on appelle le DSA, le Digital Service Act. Parce que là aussi, hein, c'est comme le mécanisme d'ajustement aux frontières dans un autre champ, c'est une première mondiale. C'est une première mondiale dont on doit être extrêmement fier, qui consiste à dire une chose assez simple, l'espace numérique, c'est un espace démocratique, c'est un espace public. Certes, il est virtuel, certes, on ne se voit pas en physique, mais c'est un espace public européen, au même titre que l'espace de nos rues, de notre télévision ou de nos réunions publiques pour des campagnes électorales locales. Et donc, on est légitime à appliquer les mêmes règles que le reste du temps. Donc, on est légitime à bloquer un certain nombre de contenus de désinformation, après, évidemment, avoir respecté un certain type de process pour être dans quelque chose d'objectif. Et je pense qu'il faut qu'on connecte très sérieusement le DSA, qui nous donne la capacité de bloquer des contenus, et la désinformation climatique. De ne pas appliquer le DSA que sur des contenus du type contenu terroriste ou contenu pédopornographique, qui évidemment intéresse tout le monde au premier rang. Ça, c'est une évidence absolue. Je pense qu'il faut aller sur la capacité de bloquer du contenu de désinformation climatique. Donc ensuite, on rentre dans un débat de jusqu'où ça commence, jusqu'où ça s'arrête, hein. Il y a les faits, il y a les opinions, très bien. Donc c'est un débat complexe, mais il faut qu'on le mène. Et ça nous donnera la possibilité d'agir concrètement pour bloquer la diffusion de ces contenus. Vous avez vu que suite à ce qui s'est passé en Roumanie, et donc la manipulation de l'élection roumaine par la Russie et TikTok, eh bien, on a aujourd'hui, grâce au DSA et un autre texte qui s'appelle le DMA, la possibilité de bloquer TikTok. Et il y a une enquête qui est en cours, encore une fois, toujours. Nous, c'est absolument nécessaire d'être basé sur le droit, parce que si ce n'est pas basé sur le droit, alors c'est basé sur la force. Et si c'est basé sur la force, c'est exactement le logiciel Trump-Poutine. Donc, on doit être basé sur le droit, mais le droit doit nous donner les moyens, et c'est le cas maintenant, d'agir avec puissance et avec force pour faire respecter la démocratie européenne. Et ce qui menace, une des menaces sur la démocratie européenne, c'est la désinformation climatique systématique. Donc, je suis ce dossier de très près pour que l'on puisse actionner les outils dont on s'est doté. Parfois, ce sera sur TikTok, parfois, ce sera sur X, parfois, ce sera sur d'autres plateformes, et il faut qu'on le fasse de manière systématique et sérieuse. Ce que l'on ne fait pas encore aujourd'hui, ce qui fait que l'on est trop soumis, trop exposé, notamment les jeunes générations, à cette désinformation climatique.
Oui. Il y avait d'autres questions, je vous Oui, laisse. peut-être juste, je vois dans le chat qu'il y a une question qui est un peu le pendant de ce que vous venez de dire. C'est un lycée qui demande quelle nouvelle communication nous pouvons créer pour rendre désirable le pacte vert européen, pour promouvoir un modèle éthique, écologique, bénéfique pour le vivant. Donc, c'est vrai qu'il faut lutter contre la désinformation. Et est-ce que sur le côté positif, comment on peut faire Alors, merci parler. beaucoup. Donc, je vois le lycée Guy Môquet au Oui, début. Euh, et je pense avoir déjà en partie répondu pour aller exactement dans le sens de la question. Hein, ne faudrait-il pas insérer le Green Deal dans un plan de résistance plus vaste, défense de l'état de droit, etc. C'est exactement ce que je viens de faire, par exemple, à l'instant, sur la désinformation climatique, la défense des sciences, de la vérité. Donc, 100% d'accord avec vous. Et euh, nous avions un enjeu de défense de l'état de droit et de la démocratie avec la Russie, on l'a maintenant avec les États-Unis. Ce qui, honnêtement, même les plus critiques de Trump 1 n'envisageaient pas, très honnêtement, à si brève échéance, de manière aussi radicale et de manière aussi idéologique de sa part. Hein. Tout le monde a été surpris du fait qu'il n'y a plus de limites et qu'on est bien sur un logiciel qui est un logiciel d'attaque qui cible les Européens. Ce qu'on anticipait, c'est une déconnexion. D'accord? C'est deux choses différentes. C'est en gros, débrouillez-vous. Bon, ça veut dire investir plus dans la défense. Ça veut dire prendre davantage de responsabilités dans notre organisation collective pour faire face à Poutine, etc. Ça, c'était attendu. C'est souhaitable ou pas, on peut en discuter, mais c'était attendu. Ce qui n'était, je pense, pas attendu, c'est que, au-delà de cette déconnexion, il y ait une attaque frontale contre nous. Et que, au fond, là, on a l'impression que l'adversaire de Trump, c'est pas Poutine, c'est clair, il l'a montré multiple, mais c'est pas la Chine non plus. Que l'adversaire, ce sont les démocraties libérales européennes, canadiennes, et que c'est ça qui va chercher, cette confrontation-là. Et ça, si vous voulez, comme l'Europe s'est toujours construite dans les crises, et je fais référence maintenant à la toute dernière question, en tout cas celle de Toulouse, sur l'avenir de l'Europe, l'Europe s'est toujours construite dans les crises. Euh, la Deuxième Guerre mondiale, par évidence, la guerre froide, ensuite des crises qui peuvent être heureuses, hein, mais des changements historiques. Typiquement, la réunification allemande après la chute du mur de Berlin, la crise financière, le Covid, etc. Il y a toujours eu, et c'est comme ça, c'est l'histoire. On peut le regretter, on peut ne pas le regretter. De toute façon, honnêtement, je pense que ça ne changera pas. C'est que on est capable de prendre les grandes décisions quand on est face à la crise, un peu de haut mur. J'imagine que vous vous dites, mais pourquoi doit-on attendre que la crise soit là? C'est pareil pour le climat. Je le partage. Malheureusement, je constate que c'est un peu l'évolution naturelle de nos sociétés. Donc là, on est dos au mur. Et résultat des courses, hier, vous l'avez peut-être vu dans les médias, les chefs d'État et de gouvernement européens ont validé le plan de la Commission européenne pour investir 800 milliards d'euros. Donc, je parlais tout à l'heure des fameux 600 milliards d'euros chaque année pétrole-gaz entre nous et les États-Unis. Donc, on est sur des ordres de grandeur extrêmement significatifs, 800 milliards d'euros, tous ensemble, une partie ensemble avec un emprunt européen, une partie dans de l'argent national, mais agrégé, coordonné, mis ensemble pour investir dans notre défense européenne, notre appareil industriel européen et évidemment soutenir les Ukrainiens. Bon, ça, honnêtement, si vous m'aviez dit il y a 3 mois, on va mettre en mars 800 milliards d'euros sur la table, je vous aurais dit, c'est pas sûr. Bon, ben voilà, ça a tout changé. Ce qui est en train de se passer en Allemagne est absolument spectaculaire. Vous avez un candidat, Friedrich Merz, futur chancelier allemand, qui vient d'être élu, qui a été élu sur la base d'un programme, je dirais, très ferme sur les finances publiques, et qui, moins d'une semaine après son élection face à Trump, dit, bon, bah, écoutez, maintenant, on va mettre dans la durée, hein, pas une fois, je crois que c'est sur 10 ans, 1000 milliards d'euros dans la défense et les infrastructures en Allemagne. Parce que on doit réinvestir plus, et il se trouve que les Allemands ont une dette publique beaucoup plus faible que la nôtre, donc ils en ont évidemment les moyens, et il faut qu'ils le fassent.
On est sur des changements vraiment historiques en ce moment et chaque semaine produit son lot de changements. Et effectivement, le mot qui résume, je pense, et vous l'utilisez dans votre question, le mot qui résume tout ça, c'est la question de la puissance. C'est qu'on est en train de construire, et moi c'est le cœur de mon action au Parlement européen depuis 2019, on est en train de construire une puissance européenne, une Europe puissance, qui doit prendre toutes les dimensions de la puissance. Puissance militaire, puissance normative, puissance commerciale, etc., etc. Et dans les dimensions de la puissance, il y a, et ça fait le lien avec les questions d'avant, il y a l'état de droit. Et j'insiste là-dessus, parce que si nous-mêmes, on se met à dire, bon, bah, en fait, c'est de la puissance, donc on va faire comme les autres, donc on va faire comme les Chinois, comme les Russes et comme les Américains, on perd ce qui est le cœur de notre identité. Notre identité, c'est la démocratie et l'état de droit. Si on perd ça, alors, on est d'accord, on perd les fondamentaux de la démocratie européenne. Et donc, on doit être capable de fonder une puissance européenne sur le droit. Ça ne veut pas dire qu'on doit être naïf, bien au contraire, mais ça veut dire qu'à chaque fois, on base nos décisions sur du droit. Et c'est précisément pour ça que le droit européen est attaqué de toutes parts. Parce qu'il est le cœur du réacteur. Il est attaqué par tous ceux qui veulent détruire l'Europe de l'intérieur. Je ne suis pas là pour faire de la politique française, donc je ne vais pas plus loin, mais je pense que vous savez à qui je fais référence. Et il est attaqué par nos adversaires à l'extérieur. Et je prends un exemple, celui du DSA que j'évoquais à l'instant, mais c'est pareil pour toutes les lois, je vais même faire la généralité avant de donner un exemple. Toutes les lois du droit européen, toutes les lois européennes, sont des lois dites extraterritoriales. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot? Qu'est-ce que c'est que ce concept juridique? Extraterritorial, ça veut dire que on ne régule pas que les producteurs européens, on régule tous ceux qui vendent leurs services à nous, Européens. Donc, si je l'applique au numérique, euh, TikTok, c'est chinois, X, c'est américain. Si je fais une loi européenne qui n'est pas extraterritoriale, alors je n'applique mon droit européen qu'aux plateformes européennes. Bon, je vous laisse me donner les noms. Très objectivement, il n'y en a pas beaucoup. Bien. Ce qui est un autre problème en termes d'innovation. On pourra y revenir si on a le temps. Mais donc, évidemment, on fait des lois extraterritoriales au sens où on dit, vous êtes X américain, vous êtes Meta américain, vous êtes Amazon américain ou vous êtes TikTok chinois. Vous êtes soumis, quand vous vous adressez à des Européens pour des ventes de produits ou pour des messages type TikTok, vous êtes soumis au droit européen. C'est ça l'extraterritorialité. Et c'est absolument fondamental que vous ayez bien ça en tête parce que c'est le cœur de la bataille qu'on a avec eux. Nous, parlementaires européens, on reçoit tous les jours, et quand je dis tous les jours, ce n'est pas une clause de style, tous les jours des courriers maintenant de nos homologues du Congrès américain qui disent c'est scandaleux, vous n'avez pas le droit de faire, d'encadrer l'activité de X, évidemment pour des raisons liées à Elon Musk, ça revient souvent, par du droit européen, c'est une ingérence insupportable, de toute façon on ne respectera pas la règle, en gros, et excusez-moi, allez vous faire voir. Et nous on dit, on est une puissance européenne, on est un État de droit, si vous voulez vous adresser à des Européens dans un cadre démocratique, objectif, non désinformation, etc., alors vous devez respecter ces règles et on se les a fixées à nous-mêmes. Si vous ne voulez pas, eh bien, vous sortez. Et si vous voulez, mais que vous ne le faites pas, eh bien, on va vous sortir. C'est exactement le débat sur TikTok en ce moment en Roumanie, où on peut bloquer potentiellement TikTok suite à ce qui s'est passé. Et donc se pose la question, et ça fait pour moi partie des outils de la puissance européenne qui nous manquent, c'est qu'on n'a pas de grandes plateformes européennes. On n'a pas le X européen, on n'a pas le TikTok européen, on n'a pas... et ça, c'est un énorme point de faiblesse. Donc, je pense qu'il nous faut se doter de ce type de... Alors, pas demain matin, parce que si vous me dites, et tous les jeunes qui sont là, dites, vous n'avez plus X, vous n'avez plus TikTok, vous n'avez plus Insta, vous n'avez plus Snap, etc., et je le remplace par un truc européen qui ne marche pas, ça ne va pas être hyper populaire. Donc, il faut se donner le temps de le faire, mais je pense que c'est un horizon souhaitable, parce qu'au moins, on contrôlera bien mieux
notre capacité à vivre en démocratie basée sur des faits objectifs et pas sur de la désinformation illibérale. Voilà la réponse un peu longue, mais il y avait plusieurs questions que j'ai couvertes. Oui, vous avez couvert, un certain nombre de questions. Juste pour, alors je propose aux enseignants de ne pas hésiter à mettre leurs questions dans le chat, puisque là, on arrive sur, déjà malheureusement les dernières, 20 minutes de notre, échange avec vous. Je vous rappelle aussi, simplement, Pascal Canfin, si vous souhaitiez dire un mot, les questions qui avaient été posées sur, les produits alimentaires, enfin les Alors, échanges sur les produits tout à alimentaires, le fait. Donc, transport. peut-être un mot sur l'agriculture, tout à fait, Oui, ouais. qui est un élément très important de notre action. Euh, donc, euh, et je ne vais parler que de la dimension commerciale, hein, puisque vous m'incitez à aller là-dessus. Mais évidemment, on fait des choses bien plus larges. Une des critiques légitimes que les agriculteurs font à l'Europe, c'est de dire, vous nous encadrez en mettant des règles du jeu sur le bien-être animal, sur les pesticides, sur la qualité de l'eau, etc. Et j'ajoute, nous avons raison de le faire parce que c'est la santé des Européens, parce que c'est la santé des sols, parce que c'est la nature, etc. Mais c'est comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, mais si on importe du reste du monde des produits qui ne respectent pas ces mêmes normes, évidemment, on met nos agriculteurs dans une situation économiquement difficile. Et donc, cette bataille que l'on appelle les clauses miroirs. Les clauses miroirs, c'est j'applique à la frontière européenne ce que j'applique moi-même à mes agriculteurs européens. Donc, si tel produit est interdit, alors il est interdit dans les importations. Eh bien, ça a été extrêmement long, extrêmement laborieux, mais nous y sommes. Nous y sommes. Ça n'a pas été très vu, et je le regrette. Il y a 2 semaines, la Commission européenne a sorti sa nouvelle vision pour l'agriculture. Là aussi, si vous voulez partager le lien, n'hésitez pas, l'équipe du bureau. Dedans, et c'est peut-être la principale mesure, dedans, il y a le fait de mettre de manière systématique des clauses miroirs sur les produits qui rentrent, notamment sur les pesticides. Et je pense que c'est très important parce que si on ne fait pas ça, soit on désavantage nos agriculteurs d'un point de vue économique, et ça n'est évidemment pas une bonne nouvelle, et ils ne sont pas d'accord et ils ont raison, soit on détricote le droit européen en disant, bon, bah, puisque les Brésiliens ne le font pas, moi non plus. Puisque les Thaïlandais ne le font pas, moi non plus. Et là, c'est là où moi je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses consistant à dire ben, on n'a qu'à nous supprimer nos interdictions et puis on s'aligne sur le moins 10 ans, parce que ça n'est évidemment pas le modèle de société que l'on souhaite, c'est évidemment pas le niveau de protection des consommateurs, de la santé, etc., que l'on souhaite. Donc il faut qu'on trouve ça et on y est bien plus qu'on ne l'a été dans le passé. Si vous me dites, est-ce qu'on y est demain matin? Malheureusement non, tout ça prend du temps, parce qu'il faut faire les analyses produit par produit, pesticide par pesticide, mais ça y est, la bataille doctrinale, elle est gagnée. Donc ça, c'est très important. Et moi, j'ai notamment mis beaucoup la pression sur la Commission européenne vis-à-vis du Brésil, parce que c'est aujourd'hui, comme vous le savez, un des premiers producteurs, une des premières puissances agricoles au monde. Nous importons des choses du Brésil qui ne respectent pas les normes que l'on s'est fixées nous-mêmes. En théorie, les Brésiliens devraient respecter un certain nombre de règles pour pouvoir exporter chez nous. Dans la pratique, ils ne les respectent pas. Et ce sont des audits de la Commission elle-même qui le stipulent. Donc, par exemple, les Brésiliens, sur le bœuf, hein, puisque vous savez que les Brésiliens sont des très gros exportateurs de bœuf au monde, les Brésiliens ont arrêté, c'était il y a quelques mois, j'ai oublié la date exacte, vous pouvez la retrouver, ont arrêté d'exporter du bœuf femelle, donc de la vache, en Europe, parce que nous avons démontré qu'ils ne respectaient pas les engagements qu'ils avaient pris sur les hormones, par exemple. Bon, bah, donc, ils ont arrêté de même pendant un an l'exportation de façon à construire un système de contrôle. Ça, c'est une mesure importante parce que je veux dire, c'est pas un malus, c'est juste j'arrête, je ne vends plus zéro. Bon.
Donc, on voit bien qu'on est capable, quand on applique le droit européen, on est capable d'avoir des solutions radicales qui règlent une partie des problèmes. Euh, j'ai une question de Chateaubriand, telle que je ferai du lycée de Chateaubriand. Pensez-vous vraiment possible la mise en place efficace du Green Deal alors que la plupart des pays européens se préparent à la guerre? Donc, le Green Deal, c'est extrêmement vaste. Euh, il y a des dimensions sur lesquelles on va dire, oui, alors franchement, les amis, là, ce n'est pas la priorité. Et je pense qu'il faut qu'on soit prêt à regarder cette réalité en face. Mais il y a une autre dimension. Il y a une dimension, c'est celle que j'ai développée en introduction, consistant à dire, en fait, ce n'est pas deux choses séparées. Quand on se prépare, alors on se prépare à la guerre. Je ne dirais pas ça. Je dirais qu'on se prépare à nous défendre. Se préparer à la guerre, ça fait un peu va-t-en-guerre parce que ça voudrait dire qu'on aurait des objectifs offensifs. On n'a aucun objectif offensif. Personne dans l'Union européenne n'imagine une seule seconde aller attaquer qui que ce soit en dehors de l'Union européenne. D'accord? Nous ne sommes pas une puissance offensive. En revanche, on se prépare à se défendre si jamais on est attaqué plus qu'on ne l'est aujourd'hui. Se défendre sur la partie cyber, hein, et des informations en fait partie, et sur la partie militaire. Donc, je nuance un tout petit peu le propos pour pas qu'il y ait d'ambiguïté et qu'il y ait de fausses polémiques. On se prépare, non pas à la guerre, on se prépare à se défendre. Or, dans la défense, il y a la capacité à réduire nos vulnérabilités. Eh bien, pour toutes les raisons que j'ai évoquées en introduction, décarboner, diminuer notre dépendance aux fossiles, donc faire plus de nucléaire, faire plus de renouvelables, faire plus d'hydrogène, faire plus de processus industriels verts, innover dans des processus alternatifs aux fossiles, aux terres rares chinoises, etc., etc. Tout ça, c'est un élément absolument colonne vertébrale du Green Deal, et c'est exactement se préparer à diminuer notre vulnérabilité vis-à-vis d'un certain nombre de puissances potentiellement hostiles. Donc, toute cette partie-là du Green Deal, elle est totalement alignée avec l'enjeu géostratégique. Et en matière agricole, c'est de plus en plus, et je pense que c'est un sujet qui va monter, la même chose. Vous savez que on a souvent le concept de souveraineté alimentaire, mais on est souverain lorsque on maîtrise à peu près les technologies. Or, aujourd'hui, vous avez l'immense majorité des produits agricoles des grandes cultures, donc le blé, l'orge, etc., qui, dans la production, dépend des intrants chimiques. Et ces intrants chimiques, ces fertilisants, ils sont faits avec du gaz et des phosphates. Nous ne produisons ni phosphate ni gaz. Le phosphate vient notamment du Maroc, le gaz de Russie. C'est quand même moyennement souverain. Donc, avec le Maroc, on n'a pas de problème, en tout cas pas à court terme, mais personne ne l'anticipe, et tant mieux. Donc, ce n'est pas un sujet. Et vis-à-vis du gaz, évidemment, on en a un. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a aujourd'hui une augmentation, comme on l'a eu après la crise ukrainienne, enfin la guerre, pardon, pas la crise ukrainienne, l'invasion de l'Ukraine, on a une augmentation du prix des phosphates, donc des intrants, parce qu'on a un sujet gaz dont on est dépendant. Donc, la matrice, si vous voulez, de notre dépendance fossile, ce n'est pas qu'un sujet énergétique. C'est un sujet pouvoir d'achat, c'est un sujet industriel, c'est un sujet agricole. Ça tire tous les fils. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de dimensions, aucune contradiction. Au contraire, une cohérence absolue entre l'agenda du pacte vert et l'agenda de la souveraineté et de la préparation à diminuer nos vulnérabilités, y compris militaires. En revanche, il y a un sujet budgétaire. Il y a un sujet budgétaire. Et c'est précisément pour ça que hier, on a pris des décisions, enfin, les chefs d'État ont pris les décisions qui s'imposaient, à savoir avoir de l'endettement commun européen et sortir une partie des dépenses de défense supplémentaires, donc tout ce qu'on va faire en plus, le sortir de la trajectoire budgétaire, le fameux pacte de stabilité, les fameux 3%, etc., de sortir tout ça de ces règles, de façon à ne pas nous auto-contraindre dans l'investissement dans la défense, mais aussi de façon à ne pas avoir des trade-offs et
des arbitrages en permanence en disant, bon, OK, je vais investir plus dans ma défense, mais du coup, je vais investir moins dans ma santé, dans l'éducation ou dans la transition écologique. Non, c'est de dire, cette partie-là supplémentaire, X milliards d'euros, au total évalué par la Commission à 450 milliards, eh bien, pardon, excusez-moi, à 650 milliards, donc c'est massif, eh bien ça n'est plus compté dans les règles budgétaires européennes. C'est la décision d'hier. Voilà, il y avait une question aussi sur les transports, je crois, à laquelle je peux répondre Sport vert. peut-être, ou d'autres, comme vous voulez. C'est une question sur les transports verts et puis ce matin, on avait aussi eu plusieurs questions sur votre rôle, au sein de la commission environnement, sur le trajet législatif, enfin sur des choses comme ça, si vous avez le temps, évidemment. Peut-être de manière générale, alors peut-être sur le fonctionnement de la démocratie européenne, Oui, pour conclure. oui, Euh, D'abord, c'est vraiment très important que vous, et c'est ce que vous êtes en train de faire, que vous continuez à creuser ces questions parce que moi, je suis frappé en tant que praticien de la démocratie européenne, en tant que parlementaire européen, je suis frappé par l'incroyable méconnaissance de la plupart des opinions publiques et particulièrement en France de cette démocratie européenne. Ce qui a deux conséquences, toutes négatives. La première conséquence, c'est que beaucoup de gens ont l'impression qu'il se passe quelque chose à Bruxelles, mais ils ne savent pas quoi. Et ça s'appelle Bruxelles, ça s'appelle des technocrates gris de la Commission et ça se finit en diktat de Bruxelles. Et ça n'est évidemment pas conforme à la réalité, puisque je vous invite à regarder et à creuser la démocratie parlementaire européenne est absolument parfaitement transparente. Elle est même, selon certains, tellement transparente qu'elle est trop ouverte, par exemple, au lobby. Mais on ne peut pas nous dire d'un côté, c'est un diktat qui sort de nulle part, et de l'autre côté, c'est un processus totalement ouvert au lobby. Il faut choisir la critique. Mais donc, on est un processus démocratique, ouvert, transparent. Vous avez tous les comptes rendus là, et tout ça est arbitré par des majorités de gens élus. Les lois européennes, elles sont proposées par la Commission, mais elles ne sont jamais décidées par la Commission. Elles sont toujours décidées et par le Parlement et par les États membres, ou quand il s'agit de décisions historiques comme celle d'hier, par les chefs d'État eux-mêmes. Jamais, jamais par la Commission elle-même. Ça n'existe pas en droit européen. Et le deuxième élément très négatif, c'est que ça donne l'impression que la démocratie française fonctionne mal. Parce qu'une partie des choses qu'on a transférées à l'Europe pour justement nous mettre d'accord en commun, bah, par définition, ce sont des choses qu'on ne traite plus à l'échelle nationale. Et comme on n'a pas construit l'espace démocratique, public, médiatique, de débat sur l'espace politique européen, bah, on a d'un côté une zone d'ombre et de l'autre côté quelque chose qui s'est affaibli. Résultat des courses, on a perdu deux fois. Et pourquoi c'est particulièrement vrai en France? C'est parce que nous avons très peu de médias à Bruxelles. Il y a TF1 n'a pas de correspondant. CNews, évidemment, n'a pas de correspondant. BFM n'a pas de correspondant. Europe 1 n'a pas de correspondant. Donc, quand vous prenez ces gros médias cumulés, bah, évidemment, en gros, sortis du service public et d'Arte, qui font le job, télé et radio, ils font le job, vraiment. Sorti de ça, honnêtement, c'est extrêmement faible. Extrêmement faible. Et c'est problématique parce que ça nuit à la capacité de compréhension et d'appropriation des enjeux européens. Moi, je l'ai vécu sur le Green Deal. Euh, tout ce que je viens de vous dire, c'est 5 ans de lois européennes, de débats, puis de propositions législatives, puis de votes, d'amendements, et à la fin, c'est voté, comme à l'Assemblée nationale en France, boum, c'est voté, ça devient la loi. Eh bien, c'est quasiment inconnu de la plupart des gens qui ne le découvrent que lorsque ça rentre en vigueur, une fois que tout le débat démocratique a eu lieu. Mais ils se disent, mais d'où ça sort? Voilà. Et ça, c'est pas parce que ça fonctionne mal, parce que ça fonctionne, c'est parce qu'il n'y a pas la chambre d'écho. Et voilà. Et ça, je pense, c'est absolument décisif. Et donc, ce que vous faites là,
et le rôle de ce type d'initiative est extrêmement important parce que ça vous donne les clés de compréhension de ce qui se passe, en l'occurrence sur le pacte vert, mais c'est valable sur tout. Et ça vous donne, je pense et j'espère, l'envie d'en savoir plus et l'envie de continuer à creuser le fonctionnement de la démocratie européenne pour vous faire un avis, positif ou négatif, c'est la démocratie, c'est votre liberté, mais au moins vous avez un avis objectif basé sur les faits. Et je suis ravi Merci. d'y avoir contribué modestement ce matin. Ouais, vraiment merci beaucoup parce que non, c'est vraiment une contribution extrêmement importante pour donner envie de continuer, comme vous l'avez dit, à creuser les sujets que vous avez mentionnés ce matin. Je ferai ce que vous nous avez dit, hein, je transmettrai, la plupart des infos, des rapports que vous avez cités et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a une source médiatique qui est vraiment de très bonne qualité et qui est excellente notamment pour les scolaires, mais même, enfin pour tout le grand public, c'est toute l'Europe. Vraiment un site sur lequel on peut trouver beaucoup de choses, parfois même justement le pacte vert résumé en 3 minutes, des choses comme ça qui sont vraiment, je trouve, de bonne qualité. Je ne sais pas, Pascal Canfin, si ce que vous en pensez. Oui, voilà, vous validez, donc on est content. Et vraiment un énorme merci d'avoir accepté de venir une deuxième fois nous rencontrer. On va continuer à travailler sur ces sujets-là, on va en faire quelque chose vraiment. Et puis, je sais que dans les classes, ça va alimenter des idées de projets et d'activités. Super. Voilà, Bah, merci à vous merci. et on continue.